On va voir maintenant le lien entre les sous-espaces stables et les polynômes, et ça va être important parce qu'on se doute bien depuis le début que les polynômes ont leur mot à dire dans cette histoire. Le théorème important qui va nous permettre de faire un premier pas, c'est que le polynôme caractéristique de U est irréductible sur K si et seulement si les seuls sous-espaces stables sont 0 et E. Dans ce cas-là, quand les seuls sous-espaces stables sont 0 et E, bah, U est dit simple. Voilà. On peut dire que E est U simple aussi. Alors, bon, on a vu déjà une idée de l'implication. Effectivement, si par la contraposée d'implication, si on a un sous-espace F qui est U stable et qui est strictement compris entre 0 et E, alors on a vu tout à l'heure que le polynôme caractéristique, c'était le produit de deux polynômes caractéristiques, puisqu'on avait réussi à trigonaliser par bloc la matrice de U dans une certaine base. Voilà, donc ici, ça c'est de degré la dimension de F, et ça c'est le degré la codimension de F, donc voilà, on a décomposé qui U, donc voilà pour l'implication par la contraposée. Maintenant, réciproquement, on va supposer que les seuls sous-espaces stables sont 0 et E. Alors dans ce cas-là, je prends un X non nul dans E, bon, je suppose que E est non nul, X non nul dans E, alors le sous-espace U stable engendré par X, donc KU de X, c'est égal à E. Bon, on avait vu que la matrice de U dans une certaine base adaptée à KU de X, donc la base des itérés de U sur X, jusqu'à ce que ce soit plus libre, et bien dans cette base-là, cette matrice-là, c'est une matrice compagnon. On sait, on l'a vu plusieurs fois dans les vidéos, c'est que pour une matrice compagnon, le polynôme caractéristique, c'est le polynôme minimal. Donc maintenant, on se pose la question, est-ce que le polynôme minimal est irréductible? Voilà, et ça prouvera que qui est irréductible. Donc, supposons donc que P divise mu, alors irréductible sur K, sur le corps K, supposons que P divise mu, avec P dans K de X, alors forcément, ker de P de U, c'est un U stable, on l'a vu, et c'est soit E, soit 0, d'accord? Supposons que ce soit E. Si ker de P de U égale E, ça veut dire que P annule U. Si P annule U, c'est que P est multiple du polynôme minimal, mais comme il le divise, donc c'est qu'il est égal. Voilà. Donc ici, on le suppose unitaire. Donc ici, on a bien prouvé que P est égal à mu. Maintenant, si tiers de P de U est égal à 0, maintenant je veux montrer que P est égal à 1. D'accord? Comme ça j'aurais gagné, puisque P divise en mu, ça veut dire que P est égal à mu ou 1. Donc mu sera irréductible. Et supposons donc ker de P de U égale 0, et on va prendre mu égale PQ. Donc je veux montrer que P égale 1, donc que mu égale Q, évidemment. Et E égale ker de mu de U, évidemment, parce que mu de U c'est 0. Mais ça, c'est ker de P de U rond Q de U, puisque mu c'est PQ, voilà. Et donc, comme P de U est injective, P de U est un isomorphisme, donc on peut simplifier ici, et le noyau c'est ker de Q de U. Voilà. Et ker de Q de U, comme E est égal à ker de Q de U, c'est-à-dire que Q de U est nul. Ça veut dire donc que mu divise Q. Mais comme Q divise mu, ça veut dire que mu est égal à Q. Et on a gagné puisque ça fait P égale 1. Donc voilà le truc. Mais maintenant, on va peut-être voir une autre preuve instructive et on va voir en quoi elle était instructive. Oui, regardez cette preuve. On est sur un cas particulier, mais quand même un cas particulier qui, grâce au théorème de Frobenius, va devenir après plus général. On prend E, un sous-espace U cyclique, ou si vous voulez, U, on va supposer qu'il est cyclique. Ça veut dire que E est engendré par un élément, il existe un X dans E, tel que E
c'est K de U, point X, c'est le sous-espace U stable engendré par X. En général, hein, ce X n'existe pas, mais là on suppose qu'il existe. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'on a vu hein, que dans ce cas-là, on avait une base, la base des itérés de U sur X, telle que la matrice de U, c'était une matrice compagnon, forcément la matrice compagnon du polynôme caractéristique de U. Et que le polynôme caractéristique de U, c'est aussi son polynôme minimal. Voilà, on a vu tout ça. Et c'est le polynôme minimal local en x1, donc c'est le polynôme qui annule, c'est le polynôme minimal tel que pu.x ici est égal à 0. Bon, eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais regarder le morphisme d'espace qui va de k de x, donc des polynômes sur k, vers e, qui à p donne p de u de x. D'après l'hypothèse, il est surjectif. C'est ça qui est important de l'hypothèse, c'est la surjectivité. Donc maintenant, l'injectivité. L'injectivité, quel est le noyau? Le noyau, il est engendré par ce mu x, ce polynôme minimal local en x, qui est aussi mu. Donc en fait, on a un isomorphisme entre, mais attention, un isomorphisme d'espace vectoriel, entre k de x sur mu, bon j'ai quotienté par mu, j'aurais pu quotienter par qui ou par mu x, hein. Mu x, ça aurait été plus proche de ça, enfin, bon, je vais mettre mu, et e, voilà, donc on a ça. Alors on va voir ce qui se passe quand on a un sous-espace stable là. Prenons ici y, d'accord, dans e. Si y est dans e, ça veut dire que y est dans k de u, x. Ça veut dire que y est égal à q de u de x pour un certain polynôme q, et d'après ce qu'on a vu, q est unique modulo mu. Donc ici, je remonte ici en q bar, c'est q modulo mu qui est unique. Maintenant, quand je vais multiplier ici par x bar, d'accord, et que je reviens là, donc je multiplie par x bar parce que j'ai un anneau, ici j'avais pas un anneau, hein, d'accord, j'avais un espace muni d'un endomorphisme, mais pas un anneau. Ici, j'ai un anneau, donc je peux multiplier par x bar. Et qu'est-ce que j'ai ici? Forcément, x bar, là, va devenir u, d'accord? Puisque p devient p de u, xp devient xp de u, donc devient u de p de u de x. Donc ici, je vais avoir u de y, d'accord? Donc, ça veut dire que les sous-espaces u stables ici, ça revient à des sous-espaces stable par x bar. Comme x bar est générateur de cette algèbre, donc là je vais regarder A comme algèbre, hein, x bar est générateur de cette algèbre, et dire que un sous-espace est stable, c'est dire qu'ici on a un sous-espace stable par x bar, donc finalement un idéal de A. Donc là on a gagné quelque chose, c'est qu'on a dans le cas cyclique une bijection entre les sous-espaces stable par U et les idéaux de A. D'accord? Puisqu'on a une bijection ici, on va avoir une bijection là. D'accord? Voilà. Et maintenant, revenons à la preuve de tout à l'heure. E n'avait pas de sous-espace stable non triviaux. Donc ici, il n'y a pas d'idéaux non triviaux dans cet anneau. Mais s'il n'y a pas d'idéaux non triviaux dans cet anneau, c'est que c'est un corps. Parce que quand on prend un élément non nul, s'il n'est pas inversible, forcément il y a un idéal engendré par cet élément, l'idéal principal, qui va être non trivial. Donc, finalement, ça veut dire que tout élément là-dedans, non nul, est inversible, donc on a un corps. Et si on a un corps, ça veut dire que mu est irréductible, donc qui est irréductible, etc. Donc voilà une preuve qui est un peu différente, mais maintenant c'est mieux, parce que on prend U cyclique général, ou qui n'est pas forcément irréductible, et on voit qu'il y a une bijection entre les sous-espaces U stables ici et les idéaux. Mais que sont ces idéaux? Alors je vais regarder maintenant le morphisme, la surjection canonique de k de x sur k de x sur mu, et je vois que les idéaux de cette bête-là, c'est en bijection avec les idéaux de k de x, mais qui contiennent mu. D'accord? Bien sûr, puisque ici, quand on relève, forcément, on contient mu.
Et ça veut dire que, comme cet anneau est principal, dire que on a un idéal, c'est dire qu'on a D, et on sait que contenir, c'est diviser. Donc dire que l'idéal engendré par mu est inclus dans l'idéal engendré par D, on sait que ça veut dire que D divise mu. Et donc maintenant, ça y est, on a notre bijection. Il suffit de prendre des D unitaires pour qu'il y ait l'unicité, et il y a une bijection entre maintenant D unitaire qui divise mu, d'accord? Ça va nous donner ici un idéal, ça va nous donner un sous-espace stable. Donc, clairement, quand on a des unitaires qui divisent mu, on lui associe forcément im de d de u, parce que quand on multiplie, dire qu'on a d ici, c'est donc qu'on a un multiple de d comme polynôme, et donc on va prendre un multiple de d comme polynôme, donc il est de la forme d fois les q, et là, ça va être envoyé sur d de u fois 2 q de u de x. Et donc finalement, on est dans im de d de u. Donc il va y avoir, voilà, on a un nombre fini de sous-espaces stables. E possède, dans le cas U cyclique, un nombre fini de sous-espaces stables, et ils sont donnés par des im de d de u. On sait que des im de d de u, c'est stable, avec des divises mu. Voilà, donc là, c'est déjà une grosse avancée. Alors, si vous voulez voir plus de précision, parce que là, c'était pas complètement clair, vous pouvez donc regarder c'est fait dans H2G2, celui de 2015. Voilà. Avant d'attaquer une troisième section, on va récapituler. En rajoutant des petites choses, mais ça fait pas de mal de récapituler. On a deux cas extrêmes, en fait, d'endomorphisme. L'homothétie, donc je regarde les endomorphismes ici comme des matrices. Hein. Donc l'homothétie, ici, lambda IN, et la matrice compagnon. Regardons un petit peu leurs différences qui, dans tous les points de vue, vont être des différences extrêmes. D'abord, regardez le polynôme minimal ici, c'est x moins lambda, hein, pour là, et le polynôme caractéristique, c'est x moins lambda puissance n. Alors que pour la matrice compagnon, le polynôme minimal c'est P, bon voilà, et le polynôme caractéristique c'est P. Donc déjà, vous voyez que là, il y a un écart, un grand écart extrême entre le polynôme minimal et le polynôme caractéristique, puisqu'on passe de 1 à n, alors que là, on passe de n à n, donc l'écart est minimal. Donc vous voyez que ce sont vraiment deux cas extrêmes ici. De toute façon, le polynôme caractéristique, il sera toujours de degré n, donc là, on ne peut pas jouer là-dessus. Regardons les sous-espaces stables, puisque c'est le thème de la journée. Lambda IN, ces sous-espaces stables, tout est stable par lambda IN, par homothétie. Par définition de ce que c'est qu'un sous-espace, il est stable par homothétie. Et donc, tout est stable. En particulier, si le corps est infini, on a une infinité de stables. Mais plus que ça, tout est stable, quoi. On ne peut pas faire mieux. Alors que sur CP, on a vu que les sous-espaces stables, ils étaient en bijection avec les diviseurs de P, les diviseurs unitaires, hein, évidemment, de P. Donc ici, par F égale im de DU. Voilà, on a vu cette bijection tout à l'heure. En particulier, hein, si P est irréductible sur K, eh ben, il n'y a pas de diviseur, donc il n'y a pas de sous-espace stable, à part, évidemment, comme diviseur 1 et P, et comme sous-espace stable, du coup, E et 0. Voilà. Maintenant, encore d'autres choses qu'on peut voir à l'extrême. Donc ici, tout est stable, et alors que là, c'est vraiment très peu de stable, hein, c'est très distillé. Là, on va regarder pour l'homothétie le commutant. Et tout ça, c'est lié, en fait. Hein. Le commutant des homothéties, tout le monde commute avec une homothétie, et donc la dimension, puisque l'espace des matrices ou l'espace des endomorphismes, là, c'est N2, la dimension du commutant, c'est N2, ce qui est vraiment un extrême. D'accord ? En revanche, si on regarde la matrice compagnon,
Ben, on sait que le commutant d'une matrice compagnon, c'est un petit exercice de voir que le commutant d'une matrice compagnon, c'est l'ensemble, l'espace, le sous-espace des polynômes dans cette matrice. Et le sous-espace des polynômes dans cette matrice, on sait que c'est isomorphe, hein, par l'application qui a P associe P de C, hein, et donc qui est annulé, donc qui est forcément surjective et annulé en mu, hein, le polynôme minimal, qui est aussi P d'ailleurs. Hein. Donc ici, c'est K de C, c'est isomorphe à K de X sur l'idéal engendré par mu, donc par P, qui est de degré n. Donc ça, c'est la dimension, hein, d'accord. Donc la dimension du commutant, c'est exactement n. Donc vous voyez que c'est encore des extrêmes, parce qu'il y a un petit exercice qu'on a vu d'ailleurs au moment de la topologie, hein, de la réduction et topologie, qui dit que le commutant d'une matrice, ça va être tout le temps compris en dimension entre n et n2. Voilà. Maintenant, encore une anti-similarité quoi, entre ces deux-là, c'est que CP, on a vu que la matrice compagnon, elle était cyclique, c'est-à-dire que, bon, bon là je prends K de U, c'est K de C, hein, c'est pareil, je regarde, il existe un vecteur, et d'ailleurs c'est le premier vecteur de la base canonique, hein, si on prend la matrice compagnon avec des 1 sur la sous-diagonale, et ben, il existe le vecteur E1, premier vecteur de la base canonique, tel que K de U E1 est égal à E. D'accord? Ça, c'est E. Donc, si on veut un générateur comme U espace stable de E, il suffit on a un générateur. D'accord? Maintenant, si on a une homothétie, chaque X dans E, d'accord, si on regarde son U espace stable engendré, bah c'est la droite engendrée par X, si X est non nul, évidemment. Et en fait, il faut donc au moins n droite, et donc il nous faut au minimum n générateurs. Donc encore un problème, pour obtenir tout E, ici, il nous faut au moins n générateurs, alors qu'ici, un générateur suffit, et ce sont encore des extrêmes. Voilà, c'était bien de le voir. Maintenant, on a vu le lien entre le fait de scinder le polynôme caractéristique et le fait qu'on a des sous-espaces stables. Ça veut dire que si vous avez qui comme ceci, maintenant vous avez votre matrice de U, hein, d'accord, paf, elle est comme ça. Maintenant, si qui se scinde en P0, P1, et ben vous savez, d'après le théorème qu'on a vu tout à l'heure, qu'on va avoir une scission. Mais maintenant, P0 et P1 sont les polynômes caractéristiques d'endomorphisme. Hein, c'est les endomorphismes induits et co-induits, comme on a vu tout à l'heure. Donc, si eux sont irréductibles, P0, P1 sont irréductibles, bah, ça s'arrête là dans notre sculpture de matrice. Mais si P0 et P1 se scindent encore en P0, 0, P01 pour le premier et P1, 0, P1 pour le second, alors on va continuer à scinder. Et vous voyez que, comme ça, par récurrence, en imaginant que qui soit scindé complètement, et ben, par le théorème fondamental de l'arithmétique, tout diviseur de qui est lui-même scindé, et donc on arrive à lisser tout ça, et on obtient un drapeau complet stable, c'est-à-dire on obtient une base dans laquelle c'est triangulaire, et on a vu déjà que qui est scindé, ça revient à dire qu'il existe un drapeau complet stable. Le drapeau, c'est E1. Donc si la base dans laquelle c'est triangulaire, c'est E1 jusqu'à En, donc on regarde la droite engendrée par E1, le plan engendré par E1, E2 qui contient cette droite, etc., etc. Et on a toute une suite d'inclusions qu'on appelle un drapeau, qui est complet parce que toutes les dimensions sont représentées, et stable. D'accord. Voilà donc des petites choses qu'on peut dire. On est allé jusqu'au bout concernant la trigonalisation. Maintenant, il faut regarder la diagonalisation par bloc, qui revient à dire, est-ce que ce sous-espace stable possède un sous-espace supplémentaire, un espace supplémentaire stable, et qui me permettrait d'avoir un zéro comme ça, et qui me permettrait, si j'arrive à faire une récurrence, d'avoir que des zéros ici.
Voilà, ça c'est la prochaine section. Là, ça va commencer à devenir un petit peu plus dur. Déjà que là, on est quand même... Allez, à la bonne note, et rentre au cerveau qu'il pleuve.